Voici la plus célèbre tapisserie du monde, l'Apocalypse de la cathédrale d'Angers. Tissée avec seulement 24 coloris de laine, elle joint, comme toutes les grandes œuvres, la richesse de l'inspiration à l'économie des moyens. XIVe siècle, art sacré. XVe siècle, art profane. Mais c'est toujours la même simplicité de facture, jusque dans le faste de ces scènes de la vie seigneuriale, ou dans la subtile beauté de la dame à la licorne. Cette petite ville au bord de la Creuse, c'est Aubusson, un nom aussi fameux dans l'histoire de la tapisserie que Beauvais ou les Gobelins. Hélas, depuis le XVIIIe siècle, la tapisserie, en exagérant la finesse de son point et en multipliant le nombre de ses tons, avait dégénéré pour vouloir imiter la peinture. Décadence de l'art, crise de l'industrie. En 1936, les ateliers d'Aubusson, travaillant au ralenti, ne produisaient plus que de médiocres et coûteuses copies. Un groupe d'artistes modernes tenta alors à Aubusson une grande expérience. Retrouver la vraie tradition, où l'œil de l'artiste travaille pour la main du lissier, où le décor est dessiné en fonction du matériau et du métier, du tissage et de la laine. L'animateur de ce groupe, le chef de la nouvelle école d'Aubusson, c'est Jean Lursac, un peintre, un Lorrain. Il aime ce qui est rude, vigoureux, simple. Son atelier de travail, il l'a installé sur un piton du Lot, dans un castel sarrasin en ruine. En pleine campagne de France, une campagne dont chaque pierre, chaque brin d'herbe, chaque créature va nourrir son inspiration. Bonjour, monsieur Foscaline. Ah, bonjour, monsieur Le Sac, ça va? Ça va doucement, merci. Ah. Alors, au boulot? Oui, au boulot. La tapisserie est un art mural, c'est-à-dire que, comme dans la fresque, l'artiste doit voir grand, penser pour une large surface. Ces mètres carrés de papier blanc ne sont qu'un modèle. Une fois terminé par l'artiste, l'artisan le glissera sous sa chaîne de basse lisse et l'exécutera fidèlement. Ce modèle, ce carton, comme l'on dit, a donc déjà la dimension de la future tapisserie. En le composant librement, le peintre cartonnier ne doit jamais oublier qu'il sera tissé et prendra place dans le décor d'une architecture. Comme les tapissiers du Moyen-Âge, Lursac part de la nature. Mais il élimine les détails superflus, il stylise. Il sait que le tracé de son crayon doit être une ligne nette, d'une rigueur presque géométrique, car c'est le chemin que suivra ainsi aisément la trame de laine sur la chaîne du métier.
de perspective qui détruirait la masse murale. Les volumes sont simplement suggérés. L'inspiration s'élargit. Une grande arabesque se développe. Un mouvement lyrique parcourt, sans le rompre, l'équilibre de la composition et hausse le motif jusqu'au symbole. Comme il est mystérieux le travail de l'artiste. Ce n'est pas seulement avec un crayon dans les doigts qu'on fait avancer l'œuvre. La création se poursuit jusque dans le repos, en buvant son café, en effleurant amoureusement le velouté de la laine. En passant de l'ombre au soleil, de la fièvre de l'atelier, à la détente des promenades solitaires. Il y a aussi la nuit, l'heure du rêve, de l'esquisse, de la gratuité, du hasard. Le monde de l'imagination, c'est celui des formes et des couleurs. Les couleurs. Ne regrettons pas de ne point voir ici les tons vigoureux et subtils de Jean Lurçat. Nous les contemplerons sur la tapisserie terminée. En fait, le carton est d'ailleurs exécuté tel que nous le voyons, c'est-à-dire avec de simples lignes et en noir et blanc, les parties gouachées marquant les contrastes essentiels. Mais par ses numéros et par ses lettres qu'il inscrit sur chaque partie, sur chaque zone du carton, le peintre indique les couleurs qu'elles doivent avoir. Ce numérotage correspond en effet à un chapelet, une série de laines teintées suivant une gamme de tons préétablis. L'ouvrier n'a donc qu'à choisir pour chaque point l'échantillon de laine dont la couleur correspond au numéro indiqué par l'artiste, numéro qu'il lit sur le carton en écartant les fils de la chaîne. Pouvez-vous passer le fil, s'il vous plaît? Voilà. Au lieu des
quelques 10 000 tons différents qu'on était arrivé à utiliser au XIXe siècle, la nouvelle école d'Aubusson se borne, comme au Moyen-Âge, à une trentaine de couleurs. Aussi, le mètre carré de tapisserie qu'on mettait jadis 1 an à exécuter, aujourd'hui, sur le même métier, un ouvrier d'Aubusson travaillant à gros points, d'après un carton moderne, le tisse en 1 mois et donc pour un prix de revient raisonnable. L'économie de moyens qui a redonné à la tapisserie sa vigueur décorative rend également possible sa renaissance commerciale. Aujourd'hui, Aubusson travaille à nouveau et travaille bien. L'expérience poursuivie entre l'URSSA et ses amis et les ouvriers est à la fois une nouveauté révolutionnaire et un retour à la tradition, selon le double aspect du génie français, moderne et classique, où l'art s'appuie sur le métier, l'inspiration personnelle sur le travail collectif, l'audace sur la raison. Non, Edmard. Vous êtes sûrement d'accord, nous ne sommes pas des fossiles. Au 14e, on faisait du 14e. Au 15e, on faisait du 15e. Au 16e, on faisait tous du 16e. Eh bien, il faut que maintenant, au 20e, nous fassions la tapisserie de l'époque du 20e siècle, c'est-à-dire la tapisserie moderne. On parle partout de la renaissance de la tapisserie française. Mais oui, c'est un fait. Et vous le savez vous-même, vous le constatez dans les commandes, dans le travail qui s'amène ici. Cette renaissance, nous la faisons tous. Au coude à coude, et les chefs d'atelier, et les peintres, et les ouvriers, et les teinturiers, et les couseuses. Et ce n'est pas seulement un phénomène qui tient au Aubusson. C'est sur le plan national que ça se passe. Ça se passe, cette renaissance, sur le grand plan de la renaissance de notre pays, sur le plan de la renaissance française.